Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La fronde des habitants d'une cité marseillaise. Les docks libres sont en construction à côté de chez eux. Un vaste chantier qui n'emploie pas assez de jeunes du quartier selon eux. L'imam de la mosquée de la Paillade à Montpellier a été à nouveau écarté depuis plusieurs mois. L'intéressé dénonce un règlement de compte politique. Ils sont considérés comme des sportifs de haut niveau, des professionnels du jeu vidéo. Reportage sur une entreprise marseillaise au business florissant dans ce domaine. Et puis l'Opéra Noir a été officiellement inauguré aujourd'hui dans le centre-ville de Marseille. C'est un étrange kiosque à musique qui propose aux passants des extraits musicaux de l'Opéra de Marseille. Direction la cité Félix Piat pour commencer, dans le 3e arrondissement de Marseille, avec la fronde des habitants du quartier. Ils menacent de bloquer la construction des docks libres. Selon eux, ce vaste chantier n'emploie pas suffisamment de jeunes issus du quartier. Marguerite Kioch. C'est actuellement un des plus gros chantiers de Marseille, les docks libres et son millier de logements. Juste en face des travaux, la cité Félix Piat, où les jeunes regardent de loin les emplois qu'ils auraient pu occuper. Il y en a qui sont diplômés dans le bâtiment, il y en a beaucoup qui ont des CAP maçonnerie ou je sais pas, ou plomberie, ou il y en a même qui ont des permis pour conduire les grues, les engins. Le promoteur Next City a pour obligation de réserver 5% des heures travaillées aux habitants des cités sensibles. Insuffisant pour le collectif des quartiers populaires de Marseille qui demande de passer le quota à 20%. Une piste pour tenter de remédier au chômage des jeunes du parc Bellevue. Sur les 18-25 ans, il avoisine quand même entre les 60 et 75%. C'est énorme au niveau de la moyenne nationale. Ils tiennent le mur, ils vont vider, oui effectivement. Mais est-ce qu'on leur propose quelque chose d'autre ? Pourquoi l'accès à l'emploi est-il si difficile dans les quartiers populaires ? Un des freins à l'embauche des jeunes, malgré leur qualification, ce serait les préjugés des employeurs. On peut nous répondre, mais est-ce qu'ils vont aller travailler ? Est-ce qu'ils vont se lever à 6 h du matin ? Est-ce qu'ils vont être capables de te soulever des pierres ? Enfin, je n'en sais rien. Donnez-leur déjà la chance. Essayez, prenez-les, embauchez-les. Les habitants du quartier affirment qu'aucune communication n'a été mise en place pour les encourager à postuler à la construction des docks libres. Mais cette fois, à Bellevue, les jeunes ne resteront pas les bras croisés. Ils menacent de bloquer dans les prochains jours les entrées du chantier. En bref, une quarantaine de salariés du bâtiment s'est rassemblée ce matin sur le parvis de la mairie de Montpellier. Ils protestent contre la conséquence de la récente fusion de leurs deux groupes de BTP. Ils déplorent un dialogue rompu avec leur direction et une diminution de leurs acquis sociaux. Autre mobilisation avec cette longue file de taxis stationnés ce matin devant la caisse primaire d'assurance maladie, Courgambetta à Montpellier. L'une des 4 fédérations d'artisans dénonce une nouvelle fois la convention sur le transport des patients assis et qui est renégociée actuellement avec la CPM. Les taxis ont déjà accepté un plus gros rabais pour les patients, mais ils refusent de facturer uniquement les frais kilométriques et non le temps de trajet. Écoutez. Si vous êtes dans les bouchons, si vous êtes dans les embouteillages, il y a des travaux et que vous devez faire tout un détour, tout ça n'est pas pris en compte dans la facturation. On doit facturer en fonction du distance chez Michelin, du point du domicile à la structure médicale. Donc s'il y a le patient nous demande de nous arrêter à la pharmacie, on le fait, on l'attend et ça on le facture pas. Autre titre ce soir avec une nouvelle crise qui secoue la mosquée de la Paillade à Montpellier. L'imam Mohamed Katabi a été évincé par l'association qui gère le lieu de culte, mais il refuse cette décision et dénonce un règlement de compte politique. Explication avec ce reportage de Mouadelia Kabi. L'éviction de l'imam Khattabi sonne comme l'épilogue d'une relation tumultueuse avec l'association qui gère la mosquée. Il avait déjà été écarté par 2 fois, mais cette fois-ci semble définitive. Les gestionnaires du lieu de culte lui reprochent son ingérence dans l'association et le non-respect de la charte établie entre les 2 parties. Et si Houssine Tahiri, le président de l'association, refuse de commenter cette éviction, l'imam Khattabi lui organise sa défense. Sur Internet où il est très actif, il accuse l'association de subir des pressions politiques et qualifie son écartement de vengeance. J'étais écarté de la mosquée en 2007, c'était les élections présidentielles. J'étais écarté de la mosquée en 2010, c'était les élections régionales. Et je viens d'être écarté de la mosquée en 2000.
13-14, les élections municipales. Mon combat, c'est un printemps des mosquées. Parce que ce n'est pas la seule mosquée de la Paillette qui souffre de cette situation, que des gens dont la tyrannie, l'injustice et la dictature qui prennent des décisions. Pour les fidèles de la plus grande mosquée de Montpellier, la tendance est plutôt à l'indifférence, même si pour les jeunes, chez qui l'imam est apprécié, c'est l'interrogation. Il était beaucoup aimé par la communauté ici, c'est vrai. Après, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qui s'est passé réellement, donc je sais pas. Justement, je trouve ça dommage parce qu'on aurait pu au moins avoir des explications un peu plus précises et je trouve ça injustifié, quoi. Il faudrait qu'ils fassent comme nous, qu'ils tournent la page. S'ils veulent plus de lui ici, c'est qu'il y a des raisons aussi. Un imam de la région parisienne assure pour l'instant l'intérim. Selon l'association, il devrait être confirmé dans ses fonctions. Dans le reste de l'actualité, Réseau Ferré de France entame ce week-end des travaux pour connecter la future ligne à grande vitesse Nîmes-Montpellier avec le réseau existant. Le trafic ferroviaire va donc être totalement interrompu entre Montpellier et Narbonne ce week-end. Les détails avec Marlène Mec. Boulon XXL, rail, traverse. Sur cette aire de montage, près de Latte, tout est prêt pour finaliser l'assemblage d'un aiguillage. Dès l'interruption de la circulation des trains entre Montpellier et Narbonne, samedi à 18h, les ouvriers auront exactement 17 heures pour poser la première bifurcation. Nous allons riper cet aiguillage sur des engins dédiés qui vont l'acheminer en lieu et place, se retirer et ensuite on va intégrer l'aiguillage à la voie ferrée existante. On va le neutraliser pour ensuite continuer nos travaux. Concrètement, ces aiguillages constituent l'interface entre le réseau existant exploité et la partie qui est actuellement en cours de construction. 4 aiguillages de ce type seront posés d'ici le 2 février prochain à Latte. Pendant ces opérations, coup de poing pour les usagers, la consigne est simple, évitez de prendre le train. Il n'y aura ni TGV, ni Intercité, ni TER. Et pour que les abonnés au train régional qui ne peuvent reporter leur déplacement ne restent pas à quai, des bus de substitution sont mis en place. Nous avons 300 abonnés qui, le samedi soir et le dimanche matin, utilisent nos trains. Donc nous sommes dimensionnés pour ce volume-là et en plus nous aurons bien sûr des occasionnels qui pourront quand même se retrouver. Avec 28 autocars, nous devrions faire face. De toute façon, nous allons suivre bien sûr le dispositif tout ce week-end puisqu'il y a derrière 3 autres week-ends et nous l'adapterons en conséquence. Une centaine d'agents est mobilisée pendant cette première opération d'envergure et le centre de relations clients assurera une permanence exceptionnelle. Marseille-Provence 2013, c'est désormais fini. L'aéroport de Marignane a fait un bilan de cette année en termes de retombées économiques. Première surprise, le nombre total de passagers a baissé entre 2012 et 2013, une diminution de 0,5%, principalement due à la baisse des passagers en transit. Pour autant, la fréquentation de l'aéroport reste au-dessus des 8 millions de passagers par an, avec une augmentation assez notable des passagers étrangers, les internationaux. Les précisions au micro de Romain Péric. Nous avons des liaisons directes qui vont s'améliorer sur la Grande-Bretagne avec British Airways, sur la partie Turkish Airlines avec le Istanbul aussi, avec des vols supplémentaires, des vols aussi charter qui vont offrir de nouvelles destinations un petit peu partout en Europe, et puis aussi des charters long courriers qui vont voir le jour, notamment sur l'Asie, puisque ça c'est une nouvelle qu'on annonce aujourd'hui, avec des vols en direct de Séoul, des Coréens qui vont venir en fait dans le sud-est de la France, en Provence, pour visiter en fait tout notre territoire. On passe au résumé de l'actualité de la journée, un résumé préparé par Daphné Desjardins. Le président de la République François Hollande monte au front, cette fois-ci pas pour des raisons politiques mais pour sa vie privée. Le magazine People Closer met en avant une relation intime entre le président et l'actrice française de 41 ans Julie Gaillet. Sans démentir, François Hollande déplore cette atteinte à sa vie privée. Alors que le président a annoncé étudier des suites judiciaires à l'égard de cette parution, Closer devrait dès ce soir retirer ce scoop de son site internet. Annulation en cascade, le tribunal administratif d'Orléans a confirmé l'interdiction du spectacle de Dieudonné ce soir à Tours. Deuxième interdiction après celle de Nantes hier. Le tribunal administratif de la ville rendra demain matin sa décision concernant l'interdiction du spectacle de l'humoriste controversé pour la représentation de demain au Zénith d'Orléans. De son côté, le polémiste n'a pas baissé les bras et a décidé de saisir le Conseil d'État. Ils
ont choisi la carte de l'humour. Des militants du collectif Sauvons les riches se sont déguisés en pyjama rayé jaune et noir aujourd'hui. Leur but, se moquer des sénateurs qui ont mercredi rejeté la demande de justice de lever l'immunité du sénateur UMP Serge Dassault. Dans le cas contraire, les magistrats du pôle financier de Paris auraient pu placer en garde à vue le sénateur, soupçonné d'achat présumé de vote. L'investigation avance. Le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre a rendu aujourd'hui un premier rapport sur le déraillement de Brétigny-sur-Orge, accident qui avait causé la mort de 7 personnes en juillet dernier. Ce rapport accablant pour la SNCF fait état de défauts de maintenance, mettant notamment en cause les tournées visuelles de surveillance et le boulonnage des voies. On s'intéresse maintenant à un métier pas comme les autres. Les gamers professionnels sont des joueurs de jeux vidéo qui vivent de leur passion. Ils sont même considérés comme des sportifs de haut niveau. Et justement, Millennium, une entreprise marseillaise, est devenue l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Reportage Lina Mostefaoui et Lilia Bertoneau. Les yeux rivés sur l'écran, concentrés sur sa cible, Samir alias El Diablo a intégré la Gaming House, un lieu unique en Europe. Il s'entraîne sans relâche pour être le plus performant. Donc tu joues vraiment parce que tu veux progresser, tu veux devenir meilleur, tu veux atteindre ton objectif qui est de soit devenir la meilleure équipe, soit devenir la meilleure équipe et aussi le meilleur joueur. Donc tu fais tout pour y arriver. Et quand tu arrives à ce stade où tu es vraiment au top de la scène, bah à ce moment-là, c'est là que tu te dis que toutes les heures qu'elle t'a passé à jouer, bah elles sont là quoi. Objectif pour la dizaine de gamers, devenir les meilleurs joueurs et vivre de leur passion en remportant les plus grands tournois mondiaux. Et les tournois, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros à peu près de cash prize pour les premières places des gros tournois. Au vu des sommes astronomiques, les jeunes joueurs sont prêts à beaucoup de sacrifices. Il y a des joueurs qui ont des problèmes aux mains ou au canal carpien, avec la fatigue notamment. Mais pas d'inquiétude, ils sont choyés, logés, nourris, blanchis. Les conditions sont optimales pour mener ces jeunes à la victoire. Direction la place Lully à présent dans le centre-ville de Marseille où l'Opéra Noir a été inauguré. Cette œuvre d'art s'inspire du kiosque à musique de la Canebière. Les passants pourront y écouter les concerts joués par l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Marguerite Kioch. Une structure noire comme fondue par la chaleur. Une étrange installation qui pique la curiosité. Moi j'aime bien. C'est le côté déstructuré du kiosque, un peu morbide on va dire quand même. Je trouve que c'est étonnant et non. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voici l'Opéra Noir. Noir pour la couleur, c'est évident, et opéra, car le soir, les haut-parleurs du kiosque retransmettront en direct les spectacles, comme si on entendait les fantômes de l'opéra. Ce kiosque est un peu fait office un peu de guéridon. Si on veut entendre les fantômes, il faut un support pour qu'ils puissent venir parler. Et un guéridon, par exemple, c'est le moyen de faire parler les fantômes. Ben, nous, c'est ce kiosque qui fait parler les fantômes. Période électorale oblige, l'inauguration de l'Opéra Noir, c'était l'endroit où il fallait se montrer ce matin, à la grande satisfaction de l'association de commerçants Marseille Centre, à l'origine du projet. De nouvelles installations artistiques pourraient ainsi fleurir dans la ville. Entre Canebière et Castellane, les arrêts du futur tramway deviendront peut-être de véritables œuvres d'art.